Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en ce début d'année 2022. Je vous souhaite donc mes bons voeux et que nous puissions avoir du courage en cette année 2022, la santé et puis bien sûr que tous vos projets se réalisent et que cette année nous puissions nous serrer les coudes un peu plus et avancer ensemble pour faire face aux peut-être difficultés qui nous attendent pour 2022. Voilà, maintenant nous débutons cette première émission de l'année 2022 avec notre invitée qui est Marie-Christine Gangloff-Ziegler, qui est la rectrice de la région académique de la Guadeloupe, avec elle nous ferons bien sûr un tour de cette rentrée scolaire de début d'année. Madame la rectrice, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et bonsoir à tous vos auditeurs. Nous assistons, première question, à une propagation, on va dire, rapide de ce virus version, je vais dire, Omicron. Ne fallait-il pas reculer la rentrée scolaire devant l'incertitude concernant cette 5e vague ? Alors, je crois que le choix est fait depuis de longs mois de considérer que l'éducation fait partie des secteurs essentiels. Et maintenir l'école est, je crois, un point fondamental. Et cela honore, je crois, la France d'avoir su maintenir ses écoles ouvertes par rapport à des pays qui ont parfois fermé leurs écoles pendant 1 an et demi. Et il faut bien sûr être attentif à la sécurité à la fois des élèves et des enseignants et des personnels plus largement, et nous le sommes évidemment, mais il faut aussi penser à l'avenir des enfants et à la catastrophe, à retardement que pourrait constituer le fait de fermer les écoles et de ne pas accueillir les enfants sur des périodes aussi longues. Le secrétaire général du SNES, donc le syndicat national des enseignants du second degré, ce syndicat a demandé au gouvernement de mettre des mesures plus efficaces en place, c'est-à-dire des masques plus efficaces, des tests réguliers, mais aussi de penser à l'aération des salles. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont été entendus ? Alors nous sommes dans une situation qui va dans ce sens, indépendamment des demandes qui ont été faites là, puisque le gouvernement l'a précisé depuis de longs mois et on l'a nous-mêmes rappelé. Nous en avons discuté il y a encore peu de temps avec les collectivités territoriales, parce que par exemple pour les capteurs de CO2, des financements de l'État viennent aider les collectivités dans l'effort d'achat, puisque je rappelle que tout ce qui est équipement au sein des écoles ou aménagement de l'immobilier relève de la compétence des collectivités territoriales. Mais il y a une aide qui est apportée dans ce cadre par l'État et qui peut permettre de soutenir aussi ces investissements. À noter aussi que nous sommes dans une situation un peu différente par rapport à l'Hexagone, puisque nous avons des salles globalement qui sont beaucoup plus ventilées avec évidemment une période qui est plus favorable, puisqu'on fait souvent le parallèle avec l'Afrique du Sud en disant que sur la période d'été, la situation est plus favorable. Mais ceci dit, ça n'exclut pas que nous restons extrêmement attentifs parce que nous suivons les chiffres au jour le jour, évidemment globalement au niveau de la Guadeloupe, mais aussi au niveau des établissements et des écoles. Quelles sont les nouveautés pour cette rentrée, puisqu'on a bien compris que les mesures barrières devront être mises en place, ou ont été mises en place, mais qu'est-ce qui a changé ? Alors, ce qui a changé, c'est peut-être déjà ce qui est maintenu, c'est à savoir qu'on reste sur le niveau de protocole tel qu'il existait, à savoir, puisque depuis fin novembre, nous étions sur le protocole 2 et le protocole 3, selon le degré d'enseignement. Ce qui change, c'est le suivi et l'isolement des cas positifs et des cas contacts. Donc ça, vous avez certainement déjà vu
vu l'ensemble des éléments, puisque pour tous les personnels, mais également les élèves de plus de 12 ans, lorsqu'on est un cas positif en étant vacciné, on est isolé en principe pendant 5 jours. Si au bout des 5 jours, on présente un test négatif, à défaut de ce test négatif, c'est un isolement de 7 jours. Si nous ne sommes pas vaccinés, c'est un isolement de 7 jours ici au départ et qui peut aller jusqu'à un isolement de 10 jours s'il n'y a pas de test négatif. Si on est cas contact et qu'on est vacciné, en fait, il n'y a pas d'isolement qui est imposé. En revanche, il faut présenter ou en tout cas attester que l'on a eu un test négatif PCR ou antigénique dès le jour où on est averti de sa situation de cas contact, et on fait ensuite un nouveau test sous forme d'autotest cette fois-ci au 2e et au 4e jour, enfin c'est J+2 et J+4, ce qui fait qu'au bout de 5 jours, on a une vision de la situation, et sachant que quand on n'est pas isolé, on peut continuer à aller en classe, mais on atteste au fur et à mesure de la situation pour les tests et les résultats des tests. En revanche, si on n'est pas vacciné en toujours cas contact, c'est un isolement de 7 jours. Et là, il faut au bout des 7 jours un test PCR ou antigénique. Si celui-ci n'est pas présenté ou ne peut pas être présenté, c'est alors un isolement de 14 jours qui est demandé. Pour les élèves qui, eux, ont moins de 12 ans, et quel que soit le statut vaccinal, s'il n'y a pas de distinction qui est faite, on se retrouve là, si on est un cas positif avec un isolement, comme on l'évoquait tout à l'heure, de 5 jours, et au bout des 5 jours, si le test antigénique ou PCR qui est effectué permet d'établir qu'il est négatif, l'élève peut revenir en classe, sinon ce sera 7 jours. Et si les cas contacts, on se retrouve aussi dans la situation où il peut aller à l'école, mais à condition de montrer ou de certifier en tout cas par l'intermédiaire de ses parents qu'il a un test négatif au jour où il est informé qu'il est un cas contact, et ensuite à J+2 et J+4. Voilà les différences importantes qui apparaissent. Après, ce qu'on peut préciser aussi au niveau du protocole dans le second degré, c'est qu'il est demandé de limiter les activités aussi sportives en intérieur, ou alors de les pratiquer mais avec une faible intensité. Donc voilà les modifications principales qui ont été apportées, qui sont aussi sur certains aspects, sauf pour le sport, des éléments d'assouplissement par rapport au protocole d'isolement. D'accord, je vais arriver tout à l'heure sur la question du sport. Est-ce qu'il s'agit d'introduire une séparation entre les vaccinés et les non vaccinés ? Alors, ce n'est pas une séparation, je crois que depuis le démarrage, il y a un moment donné, lorsqu'on est vacciné, un protocole qui est variable de ce point de vue-là. Donc, ce n'est pas faire une séparation entre les deux, c'est simplement des délais qui peuvent être rallongés quand on est non vacciné par rapport à des vaccinés. Mais le but, ce n'est pas de créer une séparation, c'est simplement aussi de protéger les personnes elles-mêmes. Aujourd'hui, on a vu quand même qu'il y avait des personnes vaccinées qui étaient contaminées, des non-vaccinés aussi, bien sûr. Alors, est-ce qu'il ne s'agissait pas, en faisant plus simple, de mettre en place le même protocole pour les deux ? La différence, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit les chiffres au niveau des hôpitaux, ce sont quand même les personnes non vaccinées qui font le plus de formes graves, et donc qui peuvent se retrouver en réanimation. Et les personnes vaccinées, de ce point de vue-là, même si elles peuvent être contaminées et donc transmettre sur le virus, sont elles-mêmes mieux protégées des formes graves du virus. Donc c'est aussi cet élément-là qui est pris en compte. Et à noter que c'est vrai qu'on parle souvent des écoles, et vous savez, et on a déjà eu l'occasion d'en parler, que je milite beaucoup pour que l'on maintienne l'ouverture des écoles, parce que je vois les ravages que ça peut faire pour les enfants, aussi bien sur le plan de l'éducation, mais aussi sur le plan de la socialisation. Nous y travaillons vraiment d'une manière extrêmement importante, et nous voyons les hôpitaux qui sont ouverts, les magasins qui sont ouverts. Nous avons tout un ensemble d'activités qui sont
sont ouvertes aujourd'hui, avec évidemment un certain nombre de conditions qui peuvent se poser en termes d'accès. Mais quoi qu'il en soit, elles sont ouvertes et je crois que c'est important aussi de pouvoir maintenir cela et de ne pas se retrouver dans la même situation de confinement que celle que l'on a pu connaître au début de cette épidémie. Et les parents sont-ils suffisamment informés de toutes ces mesures? Ont-ils vraiment intégré le protocole sanitaire? Alors, nous avons rencontré des fédérations de parents d'élèves la semaine, début de semaine. Nous avons encouragé aussi les chefs d'établissement, les inspecteurs responsables de circonscription aussi à rencontrer les parents pour leur expliquer les évolutions qui ne sont pas majeures, encore une fois, hein, puisqu'on reste sur le niveau de protocole tel qu'on le connaissait. C'est essentiellement sur la question du contact tracing et de l'isolement qu'il y a eu des évolutions. Maintenant, au niveau du sport, vous avez dit comment ça va se passer, plutôt en extérieur, mais concrètement, puisque c'est une grosse interrogation des parents, la pratique sportive à l'école, comment ça sera mis en place, comment les enfants vont pouvoir évoluer? Les sorties en extérieur, le sport en extérieur reste toujours possible, puisque évidemment on a ici une ventilation suffisante. On peut éviter évidemment autant que possible et en fonction de l'évolution de l'épidémie, tout ce qui est sport de contact et évidemment réduire au maximum les sports en intérieur. Et je dois dire que là aussi, on a des facilités en Guadeloupe au vu de la météo, puisque c'est clair que lorsque vous êtes dans des températures négatives, c'est évidemment plus difficile de pratiquer des sports en extérieur. Alors, parle-t-on encore ou est-ce qu'il faut faire la promotion de l'enseignement à domicile? L'enseignement à domicile, c'est l'instruction en famille, donc c'est un modèle particulier qui suppose évidemment qu'il y ait une information au niveau du rectorat et c'est soumis à des contrôles puisque l'instruction à domicile, ça suppose qu'on respecte les programmes tels qu'ils sont définis au niveau national et pour pouvoir valider la scolarité des enfants. Donc il ne faut quand même pas oublier que l'instruction à domicile est un choix extrêmement engageant pour les familles, puisque ça suppose d'être disponible pour assurer l'éducation des enfants, se tenir à jour. Et n'oublions pas que le métier d'enseignant, à la base, c'est un métier, que nos enseignants ont été formés, qu'ils ont des bacs plus 5, au moins des bacs plus 5 pour la plupart, et que, par exemple, apprendre à lire et à écrire à un enfant, c'est un véritable métier. Et je crois que beaucoup de personnes s'en sont rendues compte au moment du confinement, puisqu'évidemment, il y a eu la continuité pédagogique et c'était à distance. C'est très complexe de pouvoir le faire. Et encore une fois, c'est vraiment pour ça que je milite aussi pour que nos élèves puissent venir au maximum dans les écoles et dans les établissements scolaires. Alors, c'est vrai que beaucoup de parents ont peur d'envoyer leurs enfants à l'école. Est-ce qu'il y a une distance dans les écoles? Est-ce que les écoles peuvent fonctionner convenablement? Ce sont des classes de combien d'enfants? Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout cela? Alors, on a certainement là aussi une chance en Guadeloupe, c'est que la moyenne par classe est de l'ordre de 19 élèves. Donc, on est sur des moyennes qui sont bien inférieures à ce que l'on voit au niveau de l'Hexagone, dans des salles qui très souvent sont quand même bien ventilées, où on a la possibilité d'aérer parce qu'on a une météo qui est aussi favorable. Donc, autant l'utiliser de ce point de vue-là. Mais enfin, je crois que nos élèves, de ce point de vue-là, respectent autant que possible les gestes barrières. Vous savez que le masque est porté à partir de 6 ans. Et honnêtement, ce que l'on voit depuis le début de l'épidémie, c'est que lorsque les enfants sont à l'école, ils sont généralement moins contaminés que lorsqu'ils sont en dehors. Parce que quand l'école est fermée, en réalité,
ou ils sont dans la rue, parce que dans certains quartiers, c'est ainsi que ça se passe, ou alors c'est parce que les parents se regroupent entre eux pour garder les enfants, donc les enfants sont entre eux, mais souvent, le plus souvent, sans le respect des gestes barrières. Et encore une fois, je crois que l'école a aussi, de ce point de vue-là, un rôle protecteur pour les enfants. Mais évidemment, l'école est aussi à l'image de la société, hein, ce qui veut dire qu'elle n'est pas totalement éloignée de ces contaminations telles qu'on les voit aujourd'hui. Peut-on dire que pour cette rentrée, il y a eu un maximum d'enfants qui sont venus et qui étaient présents? Oui, bien sûr, les enfants sont venus. Et on a aussi des absents parce qu'il y a différentes situations. Ce sont les enfants qui apparaissent, qui eux-mêmes sont positifs. Et je dois dire que la période des fêtes a été un peu délicate quand même pour cela, puisqu'on a vu quand même une explosion des cas. Il y en a qui peuvent être cas contact, mais globalement, oui. Ce que l'on constate, en gros, hein, c'est pour les élèves comme pour d'ailleurs les personnels, c'est pourrait avoir une fourchette de l'ordre de 5 à 10% d'absents. Ce qui veut dire qu'évidemment, on a 90 à 95% de présents. D'accord. Pour les enseignants, tout s'est bien passé. On peut dire qu'eux aussi ont répondu présent? Oui, les enseignants ont répondu présent, là aussi avec des absences qui apparaissent. Alors, on n'est jamais à zéro hein, non plus dans ce cadre. Donc, effectivement, on a des absences pour des motifs qui peuvent être variables. Alors, on parlait de cas positifs, on parlait de cas contacts. On a des personnes qui étaient dans l'Hexagone et qui étaient cas positifs, donc qui n'ont pas pu reprendre leur moyen de transport pour revenir en Guadeloupe. On a des parents qui gardent à la maison un enfant qui est cas positif ou cas contact, par exemple. Et puis, on a eu certains barrages qui sont apparus ce matin et qui ont pu aussi conduire à ce que certains fassent le choix de ne pas se déplacer. Y a-t-il eu des demandes spécifiques de la part des enseignants de Guadeloupe? Les demandes spécifiques, vous les avez évoquées à travers les demandes syndicales, hein, c'est-à-dire les masques. Les masques ont été distribués. Ce ne sont effectivement pas des FFP2 pour les enseignants. C'est le cas en revanche pour les personnels médico-sociaux. Mais les masques tels qu'ils ont été distribués correspondent aux normes qui sont imposées à tous et donc sont suffisamment protecteurs dès lors que tout le monde les porte. Il y a ces demandes aussi de capteurs de CO2. Alors, pas forcément dans toutes les salles, mais c'est vrai que ça fait partie des discussions qu'on a avec les collectivités territoriales, et je l'évoquais tout à l'heure, parce que ça peut être un outil aussi intéressant sur le plan pédagogique, c'est-à-dire que les élèves voient à quel moment on arrive à un taux de concentration qui est peut-être plus élevé, à quel moment il est important qu'on puisse aérer une pièce. Et je pense qu'ils pourraient eux-mêmes, ayant vécu cela, vu cela, compris cela, être prescripteurs vis-à-vis de leur famille. Les masques sont fournis aux enseignants et aussi aux enfants? Non, ils sont fournis aux enseignants, au personnel, mais pas aux élèves. En revanche, il y a eu des fournitures de masques pour les élèves qui étaient dans des difficultés sociales, et ça avait été fait dès le démarrage. Et des autotests ont été également fournis au sein des établissements pour évidemment les personnels, mais également pour les élèves. Mais ils ont été jusque-là assez peu utilisés, je dois dire, puisqu'il fallait aussi l'accord des parents pour pouvoir le remettre à l'élève. Et beaucoup de parents étaient assez réticents à l'utilisation de ces autotests, même lorsque cela a été fait au sein de la famille. Les enseignants ont cette obligation de faire des autotests? C'est une recommandation qui leur est faite, ce n'est pas une obligation, hein, et sachant qu'ils respectent aussi de leur côté les gestes barrières et que c'est, on le sait hein, depuis longtemps maintenant, que ça fait partie des bons éléments de protection des uns et des autres lorsque chacun porte les exécute en fait ou les réalise d'une manière adaptée. Les autotests, c'est en fait
une sécurité aussi. On fait un autotest et on vérifie si effectivement on est positif ou on est négatif, sachant que même lorsque c'est un autotest et qu'il est positif, il faut aller le faire confirmer après par un antigénique ou un PCR1, mais c'est quand même un premier regard que l'on a et je crois que c'est un outil intéressant. Alors là, on va poser une question qui intéresse tous les parents. Est-ce que la baisse du niveau scolaire ne sera-t-elle pas, je vais dire, la principale séquelle de cette pandémie? Alors, c'est bien pour ça qu'on maintient les écoles ouvertes. C'est pour préserver les enfants et préserver le niveau scolaire, sachant que nous mettons en place aussi des dispositifs du type devoir fait, école ouverte, des accompagnements personnalisés. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait pour accompagner aussi les élèves et ce qu'on appelle les évaluations repères, et on doit en avoir encore au mois de janvier, sont un outil aussi intéressant pour voir où se situe l'élève et comment on peut l'accompagner d'une manière plus individualisée en fonction de sa situation scolaire. Quelle doit être la part des parents? La part des parents, on sait bien que, enfin, il faut quand même avoir conscience que l'école, c'est en gros 12% du temps de l'enfant. Donc, l'éducation des enfants, c'est un travail collectif. Et c'est vraiment en se donnant la main les uns et les autres qu'on permet la réussite des enfants. On travaille évidemment avec les collectivités, puisque l'école est une compétence partagée, mais évidemment aussi avec les parents qui sont des acteurs essentiels. Et leur manière de présenter l'école, leur manière d'accompagner les élèves est aussi importante. Maintenant, on est aussi conscient qu'il y a parfois chez certains parents plus de facilité que chez d'autres pour des parents qui ne parlent pas bien le français, par exemple, ou qui ne parlent pas le français. C'est évidemment plus difficile de pouvoir accompagner les enfants. Et c'est vraiment un constat que l'on fait sur ces périodes-là. C'est les fermetures de classes, les fermetures d'écoles mettent vraiment en très, très grande difficulté les élèves qui sont les plus défavorisés socialement. Donc en réalité, fermer les écoles, c'est aggraver encore les écarts. Et je crois que collectivement, il faut vraiment aussi que l'on arrive à éviter cela. Est-ce qu'il faut parler de plus en plus de rattrapage scolaire? Déjà, non, il faut parler de scolaire, c'est-à-dire qu'on forme les élèves, vous l'avez vu, on a décalé la rentrée, mais on rattrape les jours. La continuité pédagogique se met en place, on met en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner les élèves. Donc je crois qu'il faut quand même avoir une vision positive, et c'est là aussi où quand on se compare avec d'autres pays qui ont fermé pendant plus d'un an leurs écoles. Enfin, c'est presque incroyable de se dire qu'on puisse avoir comme ça une année blanche, voire plus qu'une année dans certains pays. Je pense que on n'en est pas là et de loin. Et je crois que ça honore la France et la Guadeloupe d'avoir su faire ce travail et de maintenir les écoles ouvertes le plus possible. Alors, il y a des moments, effectivement, on l'a vu, où on a dû décaler la rentrée, mais on rattrape les jours, où on aménage les conditions aussi. Mais je crois que vraiment, il faut considérer que l'éducation, ça fait partie des activités essentielles, comme l'hôpital. Enfin, on n'imagine pas que l'hôpital ferme, on n'imagine pas que son magasin d'alimentation ferme pendant ces périodes. Comment on peut imaginer que les écoles ferment? Parce que c'est l'avenir de nos enfants et c'est l'avenir du territoire. Le plus difficile, c'est de convaincre les parents? Non, non, je ne crois pas que ce soit le plus difficile de convaincre les parents. Évidemment, ils peuvent avoir des inquiétudes, mais comme ils l'ont quand leur enfant va à une fête d'anniversaire, lorsqu'il va faire quelques courses, lorsqu'on va voir de la famille, parce que le risque de contamination existe. Aujourd'hui, on voit comment on essaie d'apprendre aussi à vivre avec ce virus, à se protéger. La vaccination fait partie des éléments de protection, comme les gestes barrières. Mais très honnêtement, les parents sont souvent demandeurs d'école parce qu'ils savent que c'est l'avenir de leurs enfants et parce que
c'est aussi ce qui leur permet de travailler. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'école, c'est l'endroit où on doit faire la promotion de la vaccination? Mais en tout cas, je crois que c'est important dans l'école qu'on apprenne ce qu'est la science et donc qu'on puisse aussi donner les éléments d'un débat d'une manière générale et donc qu'on puisse d'abord apprendre à nos élèves à débattre en s'écoutant les uns et les autres, en entendant aussi les arguments, en distinguant ce qui relève de la science et ce qui relève plutôt de l'utopie ou de la peur, parce qu'on voit aussi cet élément-là. Et je crois que c'est aussi la grandeur d'une société que de s'appuyer sur la science pour pouvoir progresser. Et on le voit quand même, voyons notre histoire, si aujourd'hui nous avons tellement augmenté notre espérance de vie, c'est grâce à la médecine. Oui. Alors, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour faire un bilan, un premier bilan de cette rentrée de début d'année? De toute façon, vous savez, aujourd'hui, on s'adapte au jour le jour, on le sait tous et dans tous les domaines. Donc, on suit évidemment les évolutions quotidiennement. Donc là, ça fait 2 jours effectivement qu'on est rentré. On suit cela. On est évidemment attentif à la santé des élèves et des personnels, aux relations avec les parents d'élèves. Mais je crois que c'est l'attention que chacun a encore une fois, dans la vie de tous les jours et pas seulement au niveau éducatif, parce que on parle, quand je vous disais que les enfants sont 12% de leur temps à l'école, tout le reste du temps, ils sont ailleurs. Et donc la question aussi de la santé, on se la pose à tous les moments de la vie de chacun. La restauration scolaire, quelques mots? La restauration scolaire rentre dans le cadre des protocoles, avec la demande de ne pas mélanger les groupes classes pour éviter les brassages qui peuvent conduire évidemment à ce qu'il y ait plus de cas contacts si un cas positif est constaté. Voilà, donc vraiment, le respect du protocole sanitaire, c'est le plus important pour cette rentrée? Oui, bien sûr, mais je crois qu'on le sait tous et je crois qu'aujourd'hui, je le vois, j'ai l'impression que chacun est beaucoup plus attentif de nouveau au respect des gestes barrières parce que personne ne peut être insensible à la situation et chacun voit les chiffres. Donc, évidemment, on ne peut qu'appeler chacun à être extrêmement attentif quant au respect des gestes barrières qu'aujourd'hui, chacun maîtrise. Enfants maîtrisent aussi? Pardon ? Est-ce qu'ils maîtrisent justement cette notion de geste barrière? Mais en tout cas, ils sont formés par leurs enseignants. On leur rappelle à chaque fois, on explique ce qu'est se laver les mains, ce que c'est de porter correctement le masque, ce que c'est la distanciation. Et en fait, les enfants sont quand même assez réceptifs dans tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage. Il reste plus de temps, malheureusement. Est-ce qu'on peut dire que tous les ingrédients sont réunis pour une bonne rentrée? Évidemment, on aimerait mieux que la situation soit différente sur le plan sanitaire. Donc, ce qu'on peut espérer, c'est qu'on n'arrive pas de nouveau à des situations telles qu'on les a connues au mois d'août, où on a vécu quand même des choses absolument dramatiques et qui ont souvent beaucoup affecté aussi nos élèves. Donc, soyons prudents les uns et les autres et faisons attention à soi, mais aussi aux autres. Merci à vous, Madame la rectrice, d'avoir bien voulu répondre à ces quelques questions. Je pense que nous nous reverrons d'ici quelques temps afin de faire un point réel de cette rentrée du mois de janvier. En tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions. Bonsoir, merci.
Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Demain, nous aurons une autre édition spéciale. Je vous demande d'être présents, d'être à ce rendez-vous, puisque nous poursuivrons sur notre lancée et nous verrons un petit peu concernant donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, concernant les positionnements des uns et des autres. Nous parlerons bien sûr santé avec des professionnels de santé. Je ne vous en dirai pas plus, mais soyez au rendez-vous et excellente soirée à tous.